Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre émission économique hebdomadaire. Ce soir, il est très difficile pour l'équipe, l'ensemble de l'équipe de la Semaine Éco, pour moi-même et l'ensemble des techniciens du Studio 1 d'occulter le temps de cette émission, le drame qui nous a frappés, qui nous a endeuillés hier. Toutes nos pensées ce soir vont vers les parents, vers les amis des 257 victimes du crash aérien survenu hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette semaine, nous vous avons préparé pour vous une thématique qui porte une note d'espoir, puisqu'on va parler des startups. Elles démarrent souvent d'une idée farfelue et arrivent à devenir des entreprises qui pèsent très lourd sur les marchés et sur les bourses mondiales. Les startups actives le plus souvent dans le domaine IT, elles sont hautement innovantes et se développent grâce à la grande pénétration des nouvelles technologies un peu partout dans le monde. Alors, qu'en est-il pour l'Algérie? L'Algérie a un énorme potentiel en innovation et le potentiel humain aussi existe. Ce qui fait défaut en revanche aujourd'hui, c'est comment financer ces startups. Quelles peuvent être les solutions de financement adaptables à notre écosystème et puis comment il faut faire pour qu'elles se multiplient et entraînent notre économie vers la transformation digitale tant attendue. Voici donc le menu de ce soir. Et pour ce faire, nous avons invité ici ce soir Monsieur Yassine Rahmoun. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes président de Casbah Business Angels et vous êtes également directeur général de Capture Doc Algérie. Vous allez pouvoir nous parler de l'expérience, cette double expérience que vous avez, celle d'accompagner les startups et celle de l'expérience de Capture Doc également. À vos côtés, Monsieur Abdelrahim Ben Saoula, bonsoir. Vous êtes Abdelhakim Ben Saoula, vous êtes le directeur général de l'ANPD, l'Agence nationale de promotion des parcs technologiques. Bonsoir Monsieur Ali Azouz. Vous êtes président directeur général de plusieurs entreprises, notamment CBS Xerox et ICOSNet. Et vous êtes également, entre autres, président de Injaz. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Monsieur Faisal Chahid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial de Nbato, qui est une application récemment lancée qui permet en un clic de trouver ou de louer un gîte. Merci d'être avec nous. Nous parlons donc des startups, de la manière dont elles arrivent à évoluer ou pas en Algérie et plus précisément des aspects financement. Alors avant de lancer le débat, je vous propose de faire le topo sur ce qui se fait jusque maintenant pour ce qui est des projets de startups. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles arrivent à devenir des PME? Pour cela, eh bien, nous sommes allés voir l'incubateur des startups. Samia Bouhrour s'est déplacée et elle nous fait un reportage sur les différents projets d'accompagnement des startups qui sont menés là-bas. Reportage. L'incubateur de Sidi Abdallah est l'une des activités de l'Agence nationale de la promotion de développement des parcs technologiques ANPT. Il s'adresse notamment aux startups ayant un potentiel de développement rapide basé sur l'innovation dans le domaine des TIC. On est venu ici avec une simple idée à la base, c'est-à-dire qu'on voulait faire un produit tech et de là, on était étudiant et maintenant on est entrepreneur, on est acteur économique. Et l'incubateur a joué le rôle de nous, on va dire, de nous accompagner durant toutes ces étapes-là. Et c'est assez long d'aller d'étudiant à entrepreneur, c'est tout un chemin. Et l'accompagnement de l'incubateur était primordial à tout ce chemin-là. Depuis sa création, l'ANPT a accompagné 350 projets à travers l'incubateur en ciblant des projets stratégiques. Depuis 2016 à 2018, 10 PME ont vu le jour et sont aujourd'hui opérationnels. On est à la phase start-up. On a déjà passé toutes les différentes étapes, pré-incubation, incubation et post-incubation, et maintenant on est au niveau start-up. Voilà, c'est-à-dire qu'on existe en tant qu'entreprise et qu'on a déjà lancé des produits. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites réellement? Voilà, réellement, en fait, on a lancé 2 produits. Le premier produit concerne le tout public, ça s'appelle Winnie. C'est un réseau social dédié aux automobilistes qui permet de partager ses histoires de trajet. Le tracé de votre trajet, des photos et des vidéos en temps réel. En même temps, c'est un réseau social dans le sens où on peut y faire tout ce qu'on fait déjà sur Facebook. Ajouter des personnes, créer des groupes, publier des statuts, photos, vidéos, Messenger, etc. Voilà. Le deuxième produit, c'est Winnie Pro. C'est une solution de gestion de flotte commerciale qui concerne cette fois-ci les entreprises. Bon, nous, on a différents projets et donc on a un projet qui est vraiment en démarrage, c'est Linkibus. Linkibus, c'est un site où les gens vont s'inscrire pour... donc ils vont indiquer où est-ce qu'ils travaillent et où est-ce qu'ils habitent. Et nous, à l'aide d'un algorithme, on va réunir des groupes de personnes
qui habitent au même endroit et qui travaillent au même endroit pour créer une ligne de bus. Voilà, donc c'est du transport de personnel, mais multi-entreprise, on va dire. Si certains ont réussi à réaliser leur rêve, d'autres sont en pré-incubation dans un environnement qui favorise le développement de leurs idées à travers des labos, des centres d'expérimentation de pointe. On a une première phase de coworking durant laquelle les incubés, les porteurs de projets maturent leurs idées de projet. D'accord ? Ils ont un accompagnement, ils ont une formation qui les aide dans ce processus-là. Par la suite, ils passent à la phase d'incubation, durant laquelle, qui peut varier de 6 à 1 année, durant laquelle ils créent leurs solutions, leurs prototypes. D'accord ? Après, ils passent à la phase de post-incubation, lors de laquelle ils créent juridiquement leur entreprise. Je suis en pré-incubation pour l'instant. On a pour projet de créer une plateforme qui s'appelle chatra.com, qui est un canal de communication digitale dédié à la mise en valeur des activités de la femme au foyer. 25 startups en phase de pré-incubation et 25 autres en incubation, de futures entreprises qui vont certainement transformer le paysage économique à travers le digital dans tous les domaines, agriculture, industrie et autres. On vient donc de voir à travers ce reportage une idée sur une palette plus ou moins représentative des projets de start-up qui ont pu aboutir à des PME et qui ont donc été accompagnés au niveau de l'incubateur. Alors, le chiffre a été donné, 350 projets pour 10 PME en activité aujourd'hui. Est-ce que c'est un chiffre que vous considérez bon, moyen ou peu pour l'année 2016-2017 en tout cas? 10 PME qui sont créées, enfin 10 start-up PME qui sont créées en une année, pour moi c'est un bon chiffre si c'est des entreprises qui sont fonctionnelles et qui contribuent au développement économique national. Alors vous avez dit start-up PME, mais bon, j'imagine qu'elles ont été start-up pendant longtemps, elles sont actuellement devenues des PME. C'est bien ça, hein? C'est-à-dire que là, il y a des start-up qui ont commencé avec une idée qui était incubée, post-incubée, etc. Et là, quand on arrive à un taux d'emploi, de création d'emplois d'une vingtaine d'employés en une année, pour nous c'est une réussite, quoi. Notre but, c'est vraiment de veiller à la création d'entreprises réelles, c'est-à-dire qui sont juridiquement présentes, qui paient leurs impôts et qui contribuent réellement au développement économique national. Maintenant, pour 10 start-up, on va les appeler comme ça, réels, en une année, pour nous, c'est un bon chiffre. Si on voit depuis la création ou le lancement du process d'incubation au niveau de la MPT, 350 projets, c'est aussi un bon chiffre. C'est-à-dire qu'il y a matière. Pour nous, c'est ça le plus important. C'est qu'il y a des jeunes qui ont des idées qui portent. Et là, nous sommes à leur service. Nous, en tant qu'entité publique, il ne faut pas l'oublier, on est à leur service pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Alors, je reviendrai vers vous dans un moment pour justement parler de cette phase de démarrage qui souvent, on appelle ça l'amorçage, c'est bien ça, d'une start-up. Le moment le plus difficile pour une start-up finalement, c'est le moment où elle est encore au stade d'idée et qu'elle cherche un peu, à convaincre déjà le marché et savoir si elle peut réellement exister sur le marché. C'est bien ça, Yassine Rahmoun? Oui, c'est une étape qui est effectivement difficile dans tout le process. Ensuite, c'est pas la fin du challenge, parce que même si la start-up a été créée, a soulevé des fonds, il lui reste le plus gros défi, c'est de trouver des bons de commande et de devenir pérenne et de trouver des clients. Donc, et ça ne s'arrête jamais, puisque après, à la prochaine étape, c'est de pouvoir passer à l'autre palier. Je dirais que chacune des étapes a son charme, avec aussi ses sacrifices qui vont avec. Est-ce que les activités start-up sont en général vouées à l'échec au démarrage? Est-ce que c'est quelque chose qui est endémique ou particulier à ces genres d'activités que d'être fragile et de souvent disparaître au démarrage, justement, Ali Azzouz?
effectivement, de toute façon, si on prend l'exemple de la Silicon Valley, sur les 10 startups que les Capital Ventures ou mettent de l'argent, sur les 10, s'ils ont une qui réussit, c'est très bien. Mais le but, généralement, c'est de commencer. Même si on ne réussit pas la première fois, on est mieux préparé pour la deuxième, la troisième fois. Ne pas réussir la première fois, c'est une expérience. Et les startups, nous, Yacine et moi-même, nous sommes jurys dans pas mal de concours de startups. Et on voit que sur les peut-être 30 qui sont shortlistés, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 maximum qui vont aller jusqu'au bout de la création de l'entreprise, du développement et effectivement s'il y en a aussi peu, c'est parce que l'idée n'est pas suffisamment maturée, c'est parce que le marché n'est pas suffisamment bien ciblé? Non, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que peut-être l'idée n'est pas assez suffisante et elle existe déjà, il y a déjà des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes, qui sont déjà présentes sur le marché. La deuxième raison, des fois le promoteur de projet ne veut pas partager. Et pour qu'une start-up réussisse, pour lui donner plus de chances de réussite, il faut que les promoteurs de projets acceptent de partager avec d'autres qui sont dans un autre domaine. Généralement, on parle de l'IT, généralement les promoteurs de projets, c'est des ingénieurs. Il connaît la technique, mais il ne connaît pas ni le management, ni les finances, ni... Donc, il doit se mettre dans une logique d'équipe. Les startups qui réussissent, c'est celles qui ont 3, 4, 5 personnes qui travaillent ensemble et qui viennent de différents horizons et ça leur permet de mieux réussir. Est-ce que ça a été votre cas, Faisal Chaïb? Oui, c'était notre cas. Dès le départ, on était juste moi et mon frère qui développaient le projet. Mais puis après, 2 ans après, on se retrouve 8 personnes, toute une équipe à travailler sur tous les segments, le marketing, le commercial, IT. Et à travers ça, ça nous permet d'évoluer et d'avancer encore mieux. Alors une idée sur votre produit qui s'appelle donc Nbatou, en quoi consiste-t-il en quelques mots? Très bien, Nbatou c'est la première marque algérienne qui est spécialisée dans l'hébergement touristique sur Internet, à travers le web. Donc la création de Nbatou c'était en 2016. On a été aidé par un programme appelé Stistart. Donc on a été accompagné par ce programme. Et à travers ça, on a lancé notre service qui est l'hébergement chez l'habitant en Algérie. Et tout ça, on l'a lancé en quelques temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on est présent sur 20 wilayas. On offre ce service. Ce service, il est, disons, en ligne, qui permet à tout le monde qui veut se déplacer partout en Algérie de trouver un chez-soi et à moindre coût. Évidemment, en vous présentant au début de l'émission, j'ai dit des gîtes, mais il ne s'agit pas que de ça, c'est bien ça. Exactement. Ce que vous proposez sur votre plateforme de service, c'est différents types de locations ou de lieux où être hébergé pour des vacances ou un déplacement professionnel, c'est bien ça. Exactement, ça part d'une chambre jusqu'à un appartement, une maison, un gîte. Et là, ça permet à tout le monde qui veut se déplacer, soit en famille, soit en professionnel, soit entre amis, de trouver un chez-soi à moindre coût. Parce que nous, quand on s'était dit, déjà avant de commencer le projet, on a cherché où passer la nuit, on n'a pas trouvé. Donc notre service répond à la question, plutôt au besoin, où passer la nuit, où loger. Un besoin de mobilité et donc un besoin d'être logé. Exactement. Alors, c'est un modèle de start-up. Vous êtes toujours aujourd'hui considéré comme étant start-up ou vous êtes plutôt passé à un autre type ou modèle d'entreprise? Start-up, le terme start-up veut dire, c'est comme quoi c'est une société à forte croissance. Comme quoi, c'est pas comme dès le départ quand on lance un service ou bien une application, ça ne veut pas dire qu'on est une start-up. Mais si notre croissance est élevée ou exponentielle, on pourra se considérer en tant que start-up. Et start-up technologique surtout. Oui, voilà. Je pense que c'était important de préciser les définitions. C'est un sujet qui a été beaucoup débattu sur les réseaux sociaux en préparant cette émission. Donc beaucoup de gens ont tendance à faire l'amalgame entre TPE, start-up, PME. Donc je pense qu'on a plus ou moins balayé le sujet. Alors on va parler maintenant des financements. Nous avons la NPT, mais nous avons aussi 2 représentants, deux membres de jury de Casbah Business Angels, qui sont aussi une organisation, une institution qui vise à accompagner, à promouvoir ou à cibler les start-up qui peuvent
peuvent mieux ou pas bien fonctionner. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le financement est, on va dire, le nœud gordien du lancement des startups en Algérie, selon vous? Moi, je suis plutôt de l'avis que, surtout dans les TIC, où la question, c'est une question de temps plutôt que de question d'argent. Je pense que pour lancer un projet dans les technologies de l'information et de la communication, le but vraiment, c'est de réaliser très très rapidement. Alors si le financement nous aide à développer rapidement notre application pour la mettre sur le marché, peut-être qu'il y a une utilité. Mais si par contre on peut le développer sans recours à un financement, je pense que ça aussi c'est faisable. Pour nous, au niveau de la MPT, ce qu'on encourage nos jeunes, les jeunes... C'est faisable de lancer une activité sans avoir de... il faut avoir de l'argent. Il faut avoir un support. Il faut avoir un fonds propre. Il faut avoir un fonds propre, peut-être avoir... C'est pas une question de quantité d'argent, c'est pas comme lancer une Vous voulez dire que ce n'est pas des activités qui demandent beaucoup d'argent au démarrage? Au démarrage. Je pense que, je suis de cet avis. Et là, au niveau de Sidi Abdallah, ce qu'on met à la disposition des jeunes porteurs de projets, c'est surtout tout le matériel qui leur est nécessaire pour développer leurs produits, mais aussi pour les tester, comme par exemple le réseau 4G qu'on a en local, pour que les gens puissent déployer leur application avant de la mettre sur un réseau public. Et tout le data center pour ceux qui ça, c'est des moyens techniques qui sont mis à leur disposition. Qui sont très coûteux à réaliser, mais qu'à Sidi Abdallah, on les installe. Là, notre but au niveau de Sidi Abdallah, c'est vraiment de pousser Sidi Abdallah ou les incubateurs qui relèvent de notre réseau, c'est de pousser les jeunes vraiment à mettre le maximum de leur temps à développer leur prototype, et on les aide à trouver le premier client. Comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est le problème des startups, c'est de trouver le premier acheteur. Parce que là, ils sont petits, ils sont jeunes, on ne leur fait pas trop confiance. Oui. Et parce que ils ont tendance peut-être aussi à disparaître. Pour le client, il dit, est-ce qu'il sera là demain si j'aurai besoin d'un développement plus poussé, ou si j'aurais besoin juste d'un service après-vente. Oui. Et là, au niveau de la MPT, notre programme, c'est de dire, des fois, de se porter garant. Parce qu'il y a des solutions vraiment qui sont très, très intéressantes pour les opérateurs de téléphonie ou pour d'autres secteurs. Mais l'acheteur, il est là, il a soit l'option d'acheter de faire confiance à cette jeune équipe avec cette idée qui est mise en pratique, ou acheter déjà clé en main d'un fournisseur étranger. Nous, notre rôle, c'est de dire, faites confiance à ce jeune parce que c'est un investissement sur l'avenir du pays. Donc vous essayez d'influencer, on va dire, l'acheteur potentiel. Mais en se portant garant du produit de ce jeune, disant nous on garantit ce qu'il est en train de faire et on va assurer une certaine. Mais encore faut-il garantir l'intérêt, parce que finalement un produit, il faut qu'il rencontre un client, il faut qu'il rencontre une expérience, ou il faut qu'il soit empathique avec des besoins, c'est bien ça. Absolument. Et est-ce que cette logique pas d'assistance, mais on va dire d'accompagner ou d'essayer de convaincre les acheteurs potentiels, c'est quelque chose qui peut être viable sur le moyen et le long terme, Yassine Rahmoun? En fait, il y a trois... Parce qu'on parle quand même d'innovation, donc les gens sont censés quand même sortir des idées percutantes qui doivent trouver preneur. Tout à fait. Il y a trois moyens de financement en général. Il y a le financement qui est un prêt. Donc c'est une dette vis-à-vis d'une banque. Oui. Il y a aussi les subventions, comme il y a certains concours qui existent pour donner une subvention. Et bien sûr, il y a les investissements dans un cadre de venture capitalists ou bien de business angels, où ça demande un investissement et en échange une prise de participation dans l'entreprise. Pour répondre à votre question, dans notre cas, business angels, le financement n'est pas un problème. Ce qui est difficile à trouver, ce sont des compagnies qui vaillent le coup au niveau de l'investissement. On n'investit pas juste pour faire plaisir. Ensuite, nous avons nos critères pour justement détecter en fait si cette compagnie est intéressante du point de vue investissement. Mais au-delà du financement, et c'est notre slogan un petit peu, c'est de dire it's more than money, c'est plus que l'argent. Parce que vous êtes prêt à en perdre un petit peu, mais vous y croyez, donc vous pensez qu'il y a un potentiel après? Plus dans le sens où, une fois qu'on a investi, on met à disposition de cette entreprise des ressources humaines,
ou des moyens pour l'accompagner dans la finance et comptabilité, dans la logistique, trouver des clients. Ça, c'est le plus difficile. Et bien sûr, pour revenir aux critères, on essaie de regarder ce qui fait la force d'une entreprise avant tout, c'est les gens. Donc, est-ce que l'équipe est une équipe qui intègre, à qui on peut faire confiance? Parce que c'est une relation de confiance à la fin. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un besoin attractif du produit ou du service sur le marché? Parce que vous pouvez avoir une très très bonne idée, mais il n'y a pas de marché sur le... et donc, il y a une série de critères qui nous permettent d'évaluer l'entreprise. Aujourd'hui, les Casbah Business Angels ont réussi à lancer des projets intéressants, à trouver justement des pépites depuis qu'elle existe, en tout cas. Depuis qu'on existe, on est rentré dans 2 ou 3 projets. Mais comme disait Yacine, le plus important pour Casbah Business Angels, c'est-à-dire, pardon, vous avez dit que vous étiez rentré dans 2 ou 3 projets, c'est-à-dire en investissement. En investissement seulement. Exactement. Ça ne fait pas beaucoup hein, depuis que Casbah Business Angels existe. Yacine disait que peut-être qu'on est très regardant sur... quand même, c'est des investissements individuels. Casbah Business Angels, ce n'est pas une organisation, c'est un groupe d'investisseurs, d'entrepreneurs qui ont réussi dans leur vie professionnelle. Et qui peuvent parrainer, qui peuvent juger de parrainer ou pas des projets de start-up. Projets de start-up. Mais ce qu'on donne, moi je vais rajouter à ce qu'a dit Yacine, c'est que nous, ce n'est pas l'argent qu'on donne. Parce que vous pouvez donner... il peut y avoir une excellente idée, vous donnez plein d'argent et ça ne réussit pas. Parce que s'il n'y a pas l'accompagnement qui va avec, c'est-à-dire le mentoring, le coaching, pour que la feuille de route soit bien tracée, que la mission soit bien vue et qu'il y ait une bonne gestion de l'entreprise, du projet, c'est pas sûr que ça réussisse. Même quand on fait tout ça, et des fois ça ne marche pas parce que peut-être le marché n'est pas prêt ou quelque chose comme ça. Oui. Que pense la start-up que nous avons ici ce soir au sujet du financement? Est-ce que, voilà, on a entendu que finalement le financement n'était peut-être pas vraiment une problématique majeure. Vous en pensez quoi? Donc en tant que start-up, nous, c'est un petit peu notre quotidien, on vit avec ça. C'est qu'à la fin de chaque mois, on doit payer des salaires, on doit payer des impôts, des charges et tout. C'est qu'il y a des mois où, par rapport au financement, c'est que nous, on pourra déjà payer nos taxes, on pourra payer nos charges. Mais il y a certains mois où la start-up a besoin, disons, de finances pour permettre de survivre ou bien pour croître plus rapidement. Parce qu'en tant que start-up, déjà dès le départ, on doit être indépendant, comme quoi on ne dépend pas du financement, on ne dépend pas de certains moyens. Et puis après, pour mieux avancer, pour accroître plus rapidement, il faut un certain support sur lequel la start-up pourra mieux évoluer. Et puis, comme il a dit Yacine ou bien M. Ali, c'est que dès le départ, il y a du coaching et du mentoring. C'est que dès le départ, on a un certain, disons, support de la part de ceux qui ont de l'expérience, des entreprises qui sont dans le domaine. Et grâce à cela, pour accroître plus rapidement. Alors, on a dit que les modèles de financement, ça peut être une dette, donc une dette bancaire, comme il se fait dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient TPE, PME. Ça peut être aussi une subvention. Moi, j'ai envie de poser la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes d'accompagnement, de création de micro-entreprises peuvent-ils s'adapter à l'accompagnement financier des startups? Aujourd'hui, on sait que les modèles de financement sont triangulaires, moitié banque, moitié ANSEJ ou bien CNAC lorsqu'on parle de soutien au chômage. Évidemment, on parle de segments d'activités qui sont différents, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de s'adapter, selon vous, les ANSEJ et les CNAC, à ce modèle de financement, pour financer les startups? C'est une bonne question parce que je ne suis pas très familier avec le modèle de la CNAC et de l'ANSEJ. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un prêt, donc c'est un endettement. Ce que je pense qui est peut-être un défi pour les compagnies qui vont emprunter de l'argent aujourd'hui, ils peuvent emprunter de l'argent pour acheter des équipements, du logiciel. Par contre, une compagnie a aussi besoin d'argent pour payer ses charges et donc ses ressources humaines. Oui. Vous pouvez emprunter de l'argent pour avoir une très bonne technologie, mais si à la fin, vous n'avez pas d'argent pour payer des commerciaux pour aller vous chercher des clients, ça va être compliqué. Donc je pense que sur ce sujet, il y a des choses à revoir.
Votre question est très intéressante parce que il y a aussi, ça c'est par rapport à l'ANSEJ et la CNAC, vous m'avez posé la question aussi par rapport au, est-ce qu'ils s'adaptent aussi aux business angels. Tout à l'heure, Célie parlait aussi de cette culture, cette nouvelle culture qui est présente. C'est éduquer une culture d'investisseurs, mais aussi du côté start-up, cette ouverture d'esprit à permettre à quelqu'un de rentrer dans son capital. C'est quelque chose qui est récent dans notre entreprise, dans notre pays. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des... sur les deux côtés, que ce soit l'endettement ou sur la culture de l'investissement, je pense qu'il y a une évolution. Elle est certes lente, mais elle va donner de meilleurs résultats à l'avenir. Et je rejoins ce que vous disiez. Techniquement, c'est pas viable l'endettement, mais c'est aussi pas quelque chose qui est très toléré par bon nombre de potentiels investisseurs ou de start-upers. Vous avez parlé de rentrer dans le capital. Alors, l'Algérie compte 48 fonds d'investissement, un pour chaque wilaya. Et d'ailleurs, le directeur général de la Bourse d'Alger a suscité ce commentaire sur nos échanges sur les réseaux LinkedIn en disant oui, mais en Algérie il y a des mécanismes autres que bancaires pour supporter les initiatives start-up, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait dans ce sens. Merci. Pour revenir à la question de l'ANSEJ ou de la CNAC, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de temps pour les start-up en TIC. C'est que le temps est vraiment un facteur clé. C'est de réaliser rapidement, de prototyper rapidement, alors que les process ou les mécanismes de l'ANSEJ ou de la CNAC sont lents. Dans la vie d'une entreprise ou d'un projet TIC. Donc déjà, il faudrait que s'ils devaient le faire, ils devraient adapter leur process différemment. Ça serait bien si les mécanismes de financement qui sont mis à disposition des chefs d'entreprise, de jeunes porteurs de projets algériens, soient adaptés. Peut-être qu'une petite cagnotte soit réservée ou earmarked pour les entreprises TIC qui doivent vraiment réaliser rapidement. Je pense que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Aussi, la question qui est difficile et qu'on doit se poser quand on parle de prise de participation, c'est la question de valuation de c'est quoi la valeur de cette start-up et c'est quelle fraction de cette entreprise que le jeune doit délaisser pour un apport financier ou autre d'un business angel. Ça, c'est une question qui est assez importante. Pour la plupart des jeunes, ils n'ont pas vraiment une idée claire de ce que vaut leur idée. Et d'habitude, c'est la personne qui vient financer qui est en mesure d'évaluer le projet, ce qui est en mesure, mais bon, il y a quand même un risque. La chose, c'est point de vue ressources humaines, c'est la chose qu'on est en train de faire à Sidi Abdellah, c'est quand on met tous ces jeunes ensemble, des fois ils se partagent la ressource humaine. Contrairement peut-être, je vais juste dire qu'au niveau de Sidi Abdellah, la plupart des projets ne sont pas portés par des gens techniques, mais par des gens qui ont fait l'école du commerce ou l'école des banques, ou c'est des gens qui ont vraiment un esprit d'investissement ou d'investisseur. Et là, quand ils sont dans ce contexte, tous ensemble, quand ils ont besoin d'une question technique, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est une autre start-up qui est là, qui sont prêts à s'entraider, à réaliser rapidement. Mais là, c'est que la culture d'ouvrir son capital à des investisseurs, c'est très important. Je pense que... Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait de par les projets qui ont... Absolument. Il y a 2 ou 3 start-up qui ont ouvert leur capital et il y a des gens qui ont pris des participations contre un apport financier et surtout l'apport financier qui est nécessaire pour le scale-up, pour vraiment rentrer dans le marché de façon très rapide. C'est-à-dire ils ont réalisé leur prototype, ils ont eu peut-être les 2 ou 3 premiers contrats et puis là, ils voient que l'intérêt est grandissant. Mais à ce moment-là, déjà quand ils placent leur produit quelque part, ils ont une idée de ce que ça vaut. Ils commencent à avoir une idée de ce que ça vaut. Et là, quand il y a quelqu'un qui veut s'investir ou investir dans leur entreprise, ils ont quand même une idée un peu plus claire de ce que ça vaut et qu'est-ce qu'ils peuvent demander pour 20% ou 15% ou 30% de participation. Mais clairement, c'est que la culture vient tout doucement.
en Algérie, mais ça vient parce que... Alors justement, faisons un benchmark, puisque nous avons deux invités qui ont également travaillé ou qui travaillent actuellement pour ce qui vous concerne aux États-Unis, peut-être dans d'autres capitales. Et ça se passe comment ailleurs? Est-ce que les jeunes, quand ils ont une idée innovante, ils veulent lancer leur start-up, ils sont en mesure de dire voilà ce que je vaux et voilà ce que je pourrais valoir? Ou bien est-ce que c'est toujours le preneur qui, lui, va mettre un prix? Exactement, c'est le preneur qui fait l'évaluation de l'entreprise. Parce que généralement, le capital investisseur, c'est lui qui va donner à une société tierce qui va faire l'évaluation. C'est pas lui. Mais aujourd'hui, je pense culturellement, on n'est pas très près du partage. Vous savez, les sociétés algériennes, la majorité des sociétés algériennes privées, je parle du privé, pas du public, sont familiales. Depuis des années, les grands groupes sont des... C'est depuis quelques années où ils ont commencé à accepter d'avoir une tierce personne, en dehors de la famille dans l'entreprise. Oui, oui. Donc, dans l'actionnariat, vous voulez dire. Dans l'actionnariat, dans l'entreprise, dans l'actionnariat. Et depuis quelques années qu'on a des capitaux investisseurs en Algérie, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et ça fait 10 ans ou 12 ans, je vous dis, le premier capital investissement qui est rentré en Algérie. Moi, j'en ai fait l'exemple et j'ai profité de ça. Et je peux témoigner aujourd'hui que avec un investisseur qui vient de l'extérieur, ça vous permet de vous développer plus rapidement que si vous attendez à le faire avec vos propres fonds propres ou bien en allant à toute la famille dans les caisses de la grand-mère et des grands-parents. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que pour réussir, il faut être à plusieurs. Que ce soit à plusieurs membres de l'entreprise ou bien ouvrir le capital à des gens qui peuvent vous aider. Alors on est en train de dire que les PME, peut-être même aussi les grandes entreprises, n'ont pas l'esprit d'ouverture du capital. Est-ce que vous pensez que les start-up qui ne sont même pas des TPE peuvent avoir cet esprit d'ouverture de leur capital? Est-ce qu'on peut espérer un renouvellement selon vous, Faisal Chahib? Oui, bon, pour les startups, dès le départ, les startups, elles veulent progresser, elles veulent avancer. Et de là, donc, dès le départ, il faut des fonds, comme Ali ou bien Yassine l'ont dit. Donc, à travers ça, si les startups retrouvent des fonds, des capital risques un peu partout en Algérie, elles peuvent avancer plus rapidement. Et parce que même nous, on était déjà dès le départ en 2015 dans cette situation. On s'était dit, est-ce qu'on allait lancer notre PME tout seul ou bien on allait faire l'enseigne. Puis après, quand on a vu avec l'enseigne, il s'était dit, non, comme quoi, on finance juste tout ce qui est matériel. Donc, tout ce qui est salaire, tout ce qui est marketing, c'était à nous de faire ça. Oui. Alors que, dès le départ, qu'une start-up, c'est qu'elle n'a pas trop de fonds. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à travers ces 2 à 3 ans d'expérience, c'est qu'on s'était formé grâce à certains programmes qui ont été là avec nous. Vous n'avez pas opté pour lancer, vous avez opté pour quel mode de financement finalement? On n'a pas, enfin jusqu'à aujourd'hui, on a participé à certains concours qui nous ont permis subventions, exactement, qui nous ont permis de, disons, financer quelques, nos salariés ou bien aussi notre marketing. Mais à part ça, c'est que nous, on essaye de survivre en tant que start-up. Il nous faut en Algérie comme quoi un support financier qui vous aide, qui aussi vous coach pour avancer plus rapidement. Mais puis après, et qui croit en votre projet surtout. Parce que finalement, c'est un projet qui va être bénéfique pour l'écosystème économique et même institutionnel, c'est bien ça. Exactement, c'est une nouvelle technologie. C'est pas une entité familiale où c'est juste des usines avec plein de machines qui travaillent. Là, c'est une technologie qui va faciliter la tâche à plein de gens en Algérie ou bien à l'étranger même. Donc à travers ça, on pourra mieux grandir et avoir aussi de couvrir peut-être le territoire national. Parce que nous, déjà aujourd'hui, 2 ans après, on est sur 20 wilayas. Donc avec avec un bon financement, on pourra l'atteindre, les 48 wilayas en quelques temps. Mais sinon, si on attendait l'enseigne ou une autre entité,
on arrête dans ça dès le départ, on s'arrêtera au... L'enseigne n'est pas compatible avec le type d'activité en fait, que vous voulez lancer. Exactement. Et on l'a remarqué ça dès le départ, donc, quand on a lancé notre start-up. Si on devait schématiser, l'enseigne c'est du hardware et ce qu'il propose c'est du software en fait. Aujourd'hui, c'est un raccourci, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. Est-ce qu'aujourd'hui les banques, des banques niches, ce dont parlait Monsieur Chaïb, des capital risqueurs devraient être plus offensifs sur le marché? Allez voir ces jeunes qui ont des idées de start-up et leur dire on est là pour vous soutenir, on va essayer de vous aider. Est-ce que c'est ce qu'attendent les start-up? Parce que c'est comme ça que ça devrait encore une fois fonctionner selon vous, Yassine Rahman. Oui, en fait les capital risqueurs avant tout regardent, peut-être ça peut paraître très cru, mais si le business plan, tout secteur confondu, comment l'idée va générer de l'argent. Et donc, aujourd'hui, surtout aussi, voir si les porteurs du projet ont cette capacité d'exécuter. C'est une autre histoire, parce qu'il y en a qui sont très très forts en théorie, mais qui n'ont pas cette capacité d'exécuter. Donc aujourd'hui, il y a, les capital risqueurs sont toujours à la recherche de business plans. On va dire que par un trimestre, on en reçoit 60. Il y a un process qui va filtrer une vingtaine et ensuite, il s'agit pour les membres du Business Angel de les trier et d'en ramener quelques-uns qui peuvent passer en présentation. Ça, c'est un jury, donc. Voilà, un groupe d'investisseurs qui ensuite, comme Ali a dit tout à l'heure, à titre individuel, il peut y aller. Donc, vous avez parlé de benchmark. Casbah Business Angel est récent, c'est le premier en Algérie. On espère qu'il y en aura plus. Il y aura aussi Tassili Business Angel, Hogar Business Angel et ainsi de suite. Oui, effectivement, il faut rappeler que vous êtes cantonné à une région. C'est ça, une zone géographique. Et nous faisons part aussi, nous sommes très fiers de dire que nous faisons partie de IBAN, European Business Angel Network, qui est aussi le groupe des business angels européens et qui, donc, c'est unique à la région africaine. Nous faisons aussi partie de IBAN, qui nous permet aussi de partager quelques business plans à des investisseurs européens et vice-versa. Donc, aujourd'hui, il y a certains business plans qui nous arrivent, mais en termes de benchmark, vous prenez les États-Unis, par année, il y a à peu près 265 000 investissements rien qu'à travers ces business angels. C'est énorme. Il y a plus de 20 milliards de dollars. Donc, je pense que... Est-ce que c'est proportionnel au tissu d'investisseurs, au nombre d'investisseurs qui sont là, qui siègent et qui disent, voilà, nous sommes preneurs ou pas? C'est proportionnel, je m'excuse, c'est proportionnel au nombre d'investisseurs, mais aussi à tout un écosystème, à une économie. Parce que vous pouvez avoir des milliers d'investisseurs, mais si les paramètres autour de cette économie et l'écosystème ne suivent pas, ça mènera nulle part. Oui, Monsieur Ben Saoula. Oui, bon, je suis d'accord. Ça dépend de l'écosystème. Ce que je voulais dire tout à l'heure pour l'enseigne, c'est pas qu'il finance seulement le matériel, mais il ne donne pas le process en lui-même, ne donne pas une valeur à tout ce qui est intellectuel. C'est-à-dire qu'il donne pas cette aide à l'intellectuel, alors que dans les startups dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment de l'intellectuel. C'est la ressource humaine qui est génératrice de richesse, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipements. La valeur de l'équipement autour, c'est vraiment une fraction qui est minime. Maintenant, on avait eu une discussion, il y a un événement qui a été organisé il y a 2 semaines de cela, 2 week-ends de cela, et il y avait monsieur le directeur général de la bourse d'Alger, et je pense que là, pour revenir un peu, quand on voit le nombre d'entreprises en bourse, ça rejoint un peu ce que vous disiez. La plupart des entreprises algériennes, des grosses entreprises algériennes, restent des entreprises familiales. Et là, la bourse aussi pourrait être un moyen de financement de ces jeunes pousses, de ces jeunes startups qui commencent à leur donner un peu des fonds pour se développer très, très rapidement. Il faut rappeler que la bourse, elle a déjà sur son bureau plusieurs dossiers de plusieurs entreprises qu'elle est censée faire valider puis faire passer par la COSOB, qui n'ont toujours pas été qui n'ont toujours pas pu faire jusque maintenant, pour des raisons multiples. Je sais, la plupart des choses qui bloquent un peu le développement de ce secteur spécifique,
scientifique et donner un peu des ailes à la création de ces jeunes entreprises en TIC, enfin en technologie en général. C'est vraiment la bureaucratie qui des fois freine la chose. C'est-à-dire que le temps que ça demande pour faire un process. Les mécanismes sont là, il faut juste les adapter peut-être. Maintenant, bien sûr, il faut démultiplier un peu ces initiatives de business intelligence. C'est très important parce que là, ça peut permettre à des entreprises qui sont stratégiques de voir le jour rapidement. Nous, au niveau de la MPT, on est en train de lancer un petit programme, de mettre une petite cagnotte à côté pour financer les startups qui ont une portée stratégique. Et là, on pourra financer, mais aussi en prenant des participations. Là, on doit faire valider tout ce process par notre conseil d'administration. Et là, je pense que là, on pourra agir, mais on aimerait bien aussi que tous les acteurs qui sont autour, qui ont des fonds à mettre en place ou qui veulent vraiment participer au développement de ces startups, de venir et d'avoir un fonds, au lieu que ce soit des petits fonds à droite et à gauche, d'avoir un fonds qui sont intéressés, hein, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les entreprises, les investisseurs, ils voient plutôt ce qu'il y a autour d'eux. Je ne doute pas. Il y a beaucoup... On est dans l'économique, il y a beaucoup d'argent à se faire, ça c'est clair. C'est qu'il y a beaucoup d'idées. Est-ce qu'ils pensent justement à aller vers ces idées innovantes, les opérateurs, les entreprises algériennes? Quel est votre ressenti? Allez-y. Non, moi je pense pour le secteur privé qui est dans le métier des TIC. Vous précisez privé, d'accord. Oui, le secteur privé. Moi je peux parler que pour le secteur que je connais. Je ne connais pas le secteur public et donc je ne peux pas parler, mais pour le secteur privé, pour les industriels privés qui sont dans l'écosystème des TIC, la majeure partie font du business angel sans être dans un cadre précis. Je m'explique. Personnellement, j'ai créé depuis la première entreprise en 92 une dizaine d'entreprises. Comment j'ai créé des entreprises? Il y a deux jeunes qui viennent avec une idée, une application, un système. On les fait rentrer en tant qu'employés dans l'entreprise pour leur permettre, parce que le plus gros problème d'une start-up, c'est effectivement l'OPEX, c'est-à-dire l'operating, les charges de tous les jours, parce qu'il doit survivre pendant 6 mois ou 1 an, le temps de développer son idée pour qu'elle devienne une réalité, une entreprise. Nous, ce qu'on fait, c'est on les ramène dans l'entreprise, on les incube dans l'entreprise en tant qu'employés, comme ça, on leur enlève les soucis de salaire de fin de mois, parce qu'un jeune comme... il faut bien qu'il vive pendant qu'il est en train de créer son entreprise. S'il n'a pas des Et donc parents, il y a une relation gagnant-gagnant. Et après, une fois que le projet est mature, on sort l'entreprise, on crée une entreprise avec le promoteur de projet. Et le promoteur, il a des parts de participation. Et généralement, il n'est jamais majoritaire. Parce qu'il faut le dire, même dans la Silicon Valley, le promoteur de projet, sur certaines grandes entreprises qu'on connaît tous, le promoteur, peut-être qu'il a 5-6% de la société. Mais avoir 5-6% d'une société qui vend 20 milliards de dollars, c'est mieux que d'avoir 100% d'une société qui vaut 0. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord, Faisal Chahine? Bien sûr, il faut s'ouvrir. En tant que start-up, il ne faut pas juste rester comme quoi le capital reste juste au fondateur. C'est que tout le monde doit s'investir dans la société, soit en tant qu'employé, soit en tant que, disons, associé. Donc parce que là, en tant que chacun, il ramène, le technique, le commercial, les finances. Donc là, ça crée tout un groupe, tout un mélange. Et avec un financement ou bien avec un bon accompagnement, tout le monde pourra grandir plus vite. Il y a aussi un aspect réglementaire et peut-être aussi quelques détails qui peuvent rendre la vie plus facile à des start-upers, comme par exemple au démarrage, on considère aujourd'hui à la création du registre de commerce qu'il faut avoir un siège social. Donc il faut avoir à louer un local. On est déjà dans la configuration en siège, on est d'accord. Alors que finalement, quelqu'un qui a une idée innovante, une start-up, il peut tout simplement le faire à partir de chez lui.
dans sa chambre. Hein. Il a besoin juste d'un bureau. Oui. On est dans le soft. Oui. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été adapté en termes de réglementation? Je pense que dire que c'est un problème, c'est pas dans certains cas peut-être, mais au niveau de ce que fait l'agence. C'est de l'argent qu'il pourrait s'économiser quand même. Ce que fait l'agence, quand vous avez vu tout à l'heure le reportage, en pré-incubation, ça c'est vraiment la maturation du projet. En post-incubation, ils ont un bail de location à 0 dinar. Hein, et ça leur permet d'avoir leur registre commerce, etc. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de faire, que l'État a déjà pensé à faire. Il faut être adossé à l'incubateur, évidemment. Hein. Eh bien, adossé... oui. Qu'est-ce que ça veut dire, adossé? C'est-à-dire qu'il faut être dans le programme, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire que l'initiative ne peut pas être individuelle. Voilà. Mais je pense qu'il y a une loi qui permet aujourd'hui d'avoir une adresse. Une domiciliation. Domiciliation, voilà, qui permet justement à la start-up de commencer sans avoir à sortir des fortunes de location. Donc je pense que c'est assez récent, je ne connais pas exactement les détails, mais ça a été mis en place depuis une année. Oui, mais à travers ça, c'est que même la domiciliation, même si on a notre siège qui est à 0 dinar, mais autre chose, il y a les impôts à payer, il y a quelques charges. Donc dès le départ, si on commence à 0 dinar, on restera toujours dans le moins. Donc c'est ça. Oui. Il faut donc un souffle au démarrage. Je voudrais qu'on parle à présent justement de ce pourquoi finalement on parle de création de start-up. C'est réellement parce que il y a un potentiel. On parle de nouvelles économies, les nouvelles économies pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Ce serait justement notre Eldorado à nous. Ce serait le digital. Ce serait cette économie qui n'est pas lourde et qui donc a un potentiel. Aujourd'hui, les Algériens sont très connectés. Ça, on peut le constater, on peut le voir. Pourtant, nous n'avons que 3 opérateurs téléphoniques. Donc, on s'en tire très bien pour l'instant. Est-ce que, aujourd'hui, la sphère économique profite de cette hyper-connexion des Algériens, Yassine Al-Ahmoun? Moi, je pense que je passe beaucoup de temps à voir l'impact de la transformation numérique sur la société algérienne. Et l'Algérie a clairement changé depuis maintenant quelques années, où l'Algérien est quelqu'un de très numérique. On n'a qu'à le voir dans la vie de tous les jours. Je vais aller du lycéen qui, avant on allait au lycée, on était tous là contents en train de se parler, d'échanger des blagues et tout ça. Aujourd'hui, le lycéen est avec son smartphone et son kitman. Vous allez dans un mariage ou vous allez dans un stade où tout le monde brandit les smartphones. Vous allez voir aujourd'hui la soif des jeunes et des moins jeunes à utiliser des applications sur leur smartphone. Et donc, je pense que l'Algérien est devenu très, très numérique. Nous sommes devenus aussi des impatients, parce que quand vous tapez quelque chose sur Google, vous vous attendez à avoir la réponse tout de suite. Et donc clairement, le comportement de l'Algérien a changé. J'aime bien dire que je montre à mon fils une cassette audio et un stylo et je lui dis « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Il ne sait pas. Alors je lui dis « Avant, on écoutait de la musique sur une cassette. » Et il me dit « Le stylo, c'est quoi ?» Je lui dis « C'est pour rembobiner. » Et ça, j'ai c'est très récent. L'album photo, des choses comme ça. Et donc, en parallèle, quand nous voyons... ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a Google, on trouve l'information tout de suite, on se dit mais pourquoi ma banque n'est pas comme ça, aussi rapide? Pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir un compte avec la transformation numérique? Pourquoi je ne peux pas payer ma facture ou réserver... En un clic. En un clic, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le côté business aujourd'hui, il y a quand même un écart entre l'avancée de l'Algérien sur la transformation numérique, et il est pour moi, très très branché, très connecté, avec les services business qui sont en retard, mais pas en retard parce qu'elles sont défaillantes. Il y a des raisons qui font qu'elles sont en retard. Ils sont encore, on va dire, en décalage. Nous sommes en décalage. C'est deux âges, ou on va dire deux décennies de différence. Aujourd'hui, est-ce que... Selon vous, il y a une résistance le problème il se situe où dans cette disparité entre justement cette envie, cet engouement qui vient des gens à utiliser les technologies et d'un autre côté les institutions qui ne répondent pas? De toute façon, la résistance, même, elle s'est trouvée même aux États-Unis. Quand ça a commencé, moi je me rappelle, moi j'ai travaillé aux États-Unis, et quand on a commencé à travailler avec le PC,
en 1981, je parle il y a très longtemps. On parle des années 80. Les années 80, voilà. Certains ingénieurs qui travaillaient avec moi ne savaient pas comment utiliser. C'était pas, même en Algérie, dans nos sociétés, au départ, quand on a commencé en 92 la première société, on était déjà sous réseau et on avait des employés qui venaient du secteur public qui avaient un certain âge, pour ne pas dire. Et ça nous a fallu beaucoup de temps pour les mettre sur un PC et une imprimante. Aujourd'hui, effectivement, il y a un frein dans la transformation digitale parce qu'il y a des barrières. Je pense qu'il y a des barrières. Et je dirais, tout à l'heure, il parlait de la bureaucratie, c'en est une. Et on peut se débarrasser de la bureaucratie en transformant tous les services au public. Par exemple, regardez aujourd'hui... Selon vous, la priorité, lorsqu'on parle de transformation digitale, devrait-elle commencer justement par ce secteur-là? C'était la prochaine question, justement. Écoutez, il n'y a que l'État qui peut être la locomotive. Moi, je suis... L'État, c'est le premier... Ça ne peut pas être les startups, non? Ça ne peut pas être des idées innovantes qui vont, elles, changer les choses. Non, mais c'est l'ordonnateur, celui qui a besoin, parce que les idées, c'est parce qu'il y a un besoin qu'une idée se... Pour la transformation digitale, le plus gros ordonnateur, c'est l'État. Il peut tirer vers le haut ou laisser ces activités-là dans la ou arrêter. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'État doit faire plus. Il le fait. Regardez, aujourd'hui, moi, je suis très content de pouvoir sortir mon casier judiciaire de mon bureau. C'est extraordinaire. Avant, il fallait que je me déplace moi-même au tribunal, demander, attendre. Aujourd'hui, la même chose pour votre extrait de naissance. D'habitude, si vous habitez à Tbessa, ils vous demandent le numéro, je ne sais pas, 3 ou quelque chose, vous devez aller jusqu'au bled. Aujourd'hui, vous allez à n'importe quel APC à côté. Regardez comment ça transforme la qualité de vie du citoyen. Donc, l'état civil, c'est vrai que tous les services liés à l'état civil ont énormément évolué. On sait aujourd'hui que les grands facturiers, on peut payer nos factures chez les grands facturiers à distance. Ça fonctionne plus ou moins bien. Je parle pour ma propre expérience. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'on devrait commencer par les aspects liés à la dématérialisation? Est-ce que d'un point de vue de la décision d'un État, est-ce qu'il devrait commencer par la dématérialisation ou bien est-ce que c'est un chantier qui doit se faire de manière transversale, M. Ben Saoula? Je pense que là, la dématérialisation, c'est une chose qui est importante parce que là, quand on fait une action ponctuelle, on voit l'effet immédiat sur le citoyen, sur la vie du citoyen, il y a l'amélioration. Maintenant, il y a aussi, on ne peut pas toujours parler de blocage, mais il y a des choses qui prennent un peu de temps. Il y a l'infrastructure à mettre en place, il y a tout ce qui est sécurisation des données, il y a un temps de formation des gens qui gèrent tout ça aussi. On peut pas prendre des raccourcis dans certains cas. Bien sûr, on est un peu impatient de voir tout ça. Plus de services en ligne, moins de déplacements à l'extérieur. Il y a aussi l'aspect culturel parce qu'on a une culture où des fois on préfère parler, rencontrer la personne, lui serrer la main et discuter avec eux avant de faire une transaction. Ça va venir, mais ça viendra. Il y a des choses qui prennent le temps qu'il faut, quoi. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour numériser, digitaliser ou comme vous voulez l'appeler. Sachant que les données, la data, elle existe. Ça fait des années que, ne serait-ce que pour parler du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, du ministère de la Justice, qui ont dématérialisé les données de la population. Et donc, il y a énormément de possibilités d'exploiter ces données-là à différents moyens, à condition, comme vous le disiez, voilà, de les faire converger. Absolument. D'accord. Allez-y. Mais pas que ça. C'est un écosystème qui doit se développer. Parce que nous, déjà les premières transactions en 2016, c'était comme quoi le client vient jusqu'à chez nous pour déposer son argent, pour voir le service. Mais là, 2018, on voit que les gens font confiance. Ils sont en train d'envoyer des transactions du sud vers l'ouest, du sud vers l'ouest. Vous êtes en train de dire que les gens se sont adaptés, en fait. Exactement, c'est tout un écosystème. Il n'y a pas de paiement en ligne, mais ils y vont quand même. Exactement, ils font le geste parce qu'eux, ils y croient. Et à travers ces startups, ces innovations, ils sont en train de se mettre à la tâche et ils se disent, oui, pourquoi pas, on va créer cet écosystème ensemble. Et peut-être parce qu'ils y croient, ou peut-être ils croient à l'avènement futur, on va dire futur proche, du paiement
paiement en ligne, pourquoi pas, puisque actuellement c'est pas encore d'actualité. Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que l'Algérien est tellement demandeur de ces produits, de ces services soft, qu'il peut s'adapter à un paiement à distance. Mais tout ça, ça a un coût. Yassine Rahmoun, vous disiez qu'il faut du temps, mais le temps, time is money. C'est pas un adage algérien, mais... Je vais vous dire une chose, si vous permettez, à propos de... Vous savez, le monde change rapidement. Et je vous ai donné un exemple de la cassette, des choses comme ça. Oui. La résistance au changement est l'un des plus grands défis. Je vous donne un exemple. Le passeport biométrique, on pouvait dire on va prendre notre temps jusqu'à ce qu'on sécurise tout, on peut aller doucement, doucement et sûrement. Et en fait, des sujets comme ça, il vaut mieux aller vite que de les subir à un moment donné. Parce que le monde change rapidement, comme je l'ai dit, et donc aujourd'hui, le produit, ce n'est pas juste une création ou un service, c'est surtout l'expérience des gens. Je m'explique. Les grandes compagnies ou même des gouvernements vont s'appuyer sur la conversation des gens et leur expérience pour fabriquer des services. Donc c'est une co-création. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a une très très bonne opportunité de faciliter le quotidien des citoyens, des clients, et protéger l'environnement avec des solutions. Celle de Faisal, par exemple, aujourd'hui. Faisal, pour moi, il y a deux types de compagnies. Il y a des compagnies qui changent et il y a des compagnies qui changent un pays. Sa compagnie peut être un exemple de service qui change un pays. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de catalyseur, l'entreprise de Faisal et de son équipe, elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui. Imaginez demain le paiement électronique, sa compagnie va décoller. Oui. Il va pouvoir faciliter à plusieurs clients de payer rapidement et pour que Faisal récupère son argent. Donc aujourd'hui, il y a une série de paramètres qui feraient qu'on peut aller très très vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des services qui sont aujourd'hui des technologies qui sont obsolètes, mais il s'agit ici vraiment d'être dans une réflexion très simple. Il y a des processus, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées, qui prennent des semaines. Ces processus peuvent être, selon l'étude de l'expérience client, être ramenés à quelques minutes pour ne pas dire quelques secondes. C'est cet exercice qu'on doit faire. Donc, et c'est pour ça que les ramener à quelques secondes peut faire gagner du temps et de l'argent. Absolument, aussi. Voilà. Je voudrais il nous reste encore quelques minutes, je voudrais qu'on parle du produit que votre compagnie a développé et qui a quand même eu le mérite d'avoir un prix worldwide à Orlando de la meilleure application mobile. En quoi a-t-elle consisté ? En fait, un exemple de transformation numérique, c'est alors nous avons un client qui est de téléphonie mobile, Ooredoo, qui, quand vous achetez une carte SIM, on va imprimer le contrat. Et puis, vous prenez le papier, et puis donc le client garde une copie en papier, et donc il y a un camion qui va passer une fois par semaine pour récupérer tous ces contrats dans ces points de vente. D'accord ? Et donc ce contrat va finir dans le système disponible dans 3 ou 4 semaines. L'idée, justement, et c'est là où on a aussi une opportunité avec les ingénieurs algériens, de développer une application qui permet, au niveau du point de vente, de remplir son contrat d'une façon électronique sur un formulaire, avec une signature électronique, un sujet qu'on voudrait qu'il se déploie plus rapidement dans notre pays. Oui. Et donc, à ce moment-là, il y a 0 papier. Le client reçoit son contrat via email et le contrat signé remonte sur le système du client. Voilà. Oui, oui. Et une signature électronique ou digitale qui, si elle devait être appliquée à d'autres dans les banques, les services, assurances, on pourrait ouvrir des comptes bancaires, des assurances, comme a dit Ali, depuis son PC. C'est-à-dire que j'ai plus à aller me déplacer ou
où justement l'onboarding à la CNAS, si je recrute des employés, on pourrait depuis le PC fournir les documents, les signer, et puis il n'y a plus besoin de polluer l'air et avoir énormément de circulation. Donc je crois qu'il y a une tonne d'opportunités. Merci Yassine Rahmoun. On arrive à la fin de ce débat et on espère pouvoir parler de la signature électronique peut-être dans d'autres thématiques en tout cas, qui pourraient donc être appliquées dans d'autres secteurs, on l'espère. Je rappelle que vous êtes le président de Kasba Business Angels. Merci à Abdelrahim Ben Saoula, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des parcs technologiques. Merci à Ali Azzouz, président directeur général de Ecosnet. Et merci Faisal Chaïb, directeur commercial de Nbeto. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux dont le thème intéresse, vous pouvez revoir la rediffusion samedi entre 11h et midi. Sinon, il sera disponible à partir de demain en lien sur notre page Facebook, sur LinkedIn et sur la page officielle de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous et à jeudi prochain.